Très bien. Maxime, comment vas-tu? Ça va très bien. Je Écoute, suis très, très heureux de vous avoir. Là, ne vous en faites pas, Monsieur le maire à Québec. J'ai une photo de Namur derrière moi, mais j'ai également agencé le tout pour qu'à l'occasion, je passe également avec une magnifique image de la ville de Québec. Oui, mais j'ai le maire de Namur, moi, que je vois. Alors, mon cher ami Maxime, comment vas-tu? Heureux de te mais revoir. écoute, très bien. Moi de même, j'ai suivi, mon cher Régis, les derniers éléments d'actualité de l'autre côté de l'océan avec intérêt et avec une certaine peine aussi. Mais je respecte évidemment les choix que tu poses parce qu'ils sont posés avec beaucoup de bon sens et sens des priorités. Mais ça ne m'empêchera pas, et j'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur, quand l'occasion me sera à nouveau procurée de franchir l'Atlantique et de me rendre en terre québécoise, de solliciter un petit instant dans ton agenda pour partager un bon godet et une bonne bière belge en ta compagnie. Bon, alors, j'espère que tu ne m'oublieras pas. Et bon, j'espère que tu as eu les deux vaccins aussi, Maxime, là. Est-ce que c'est fait? Écoute, j'ai le deuxième dans 2 heures. Alors, moi, j'ai le deuxième cette semaine, alors on pourra se voir et s'embrasser. Voilà. Et alors, monsieur le maire m'a donc, et c'est parfait, m'a scoopé. Donc, je voulais aussi saluer, bien entendu, Maxime Prévost, le bourgmestre de Namur, mais je comprends que c'est déjà fait. Merci d'être là. On permettra de Plaisir. saluer aussi la présidente du Cercle d'affaires Belgique-Québec, Alexandra, avec qui j'aurai le plaisir de m'entretenir quelques minutes. Et je salue aussi celle qui va officier comme animatrice et modératrice, Madame Côté, qui est une Québéco-Belge, ou dans l'autre, on peut dire aussi une belgo-québécoise qui nous fera l'honneur d'animer. Fait que merci beaucoup à tous d'être là et je souhaite la bienvenue à tous les participants. Ce qui a été convenu comme horaire, c'est je vais faire quelques minutes là, avec Alexandra pour un peu comprendre ce qu'il sert, mais aussi le parcours d'une femme d'affaires qui a d'origine wallonne, qui a décidé de s'établir au Québec et qui fait prospérer une entreprise qui est au départ de Louvain-la-Neuve, qui s'appelle Actito. On va faire ça ensemble quelques minutes et par la suite, bien entendu, tout le plancher sera offert à nos deux invités d'honneur, Régis Labaume et Maxime Prévost. Donc, sans plus tarder, alors Alexandra, rebonjour. Rebonjour. Bon, Alexandra, sans doute une question qui va intéresser tous les participants. Comment une diplômée de Louvain-la-Neuve s'est-elle un jour décidée de s'établir au Québec et plus particulièrement à Québec? Alors, en fait, non. Non, non, je suis venue avec mon mari belge. Oh. Donc, en fait, c'est ça. Après la fin des études de mon mari, on voulait partir à l'étranger. Et au départ, on hésitait entre l'Australie puis le Canada pour un an, avec un programme qui s'appelle Programme Travail-Vacances. Et en fait, je me souviens qu'il y avait une visite de l'ambassade du Canada à Louvain-la-Neuve, à l'université. Et donc, ils nous avaient un peu vendu le Canada, le Québec. Et donc, finalement, c'était dit, le Canada, je pense, c'est quand même plus ce qu'on recherche. Mais comme je disais, à la base, c'était vraiment une aventure d'un an, puis on comptait revenir en Belgique. Sauf qu'après quelques semaines à Québec, moi, je sentais déjà que je voulais rester ici pour plus que quelques semaines. En plus, il y a beaucoup d'éléments qui ont facilité la chose. Premièrement, au niveau du travail, moi, je travaillais en informatique. C'est un domaine qui est toujours en pénurie, donc j'ai trouvé très facilement dans mon domaine, mon conjoint également. Donc finalement, on est resté, on a prolongé, on a fait un permis de travail. Et finalement, du permis de travail, on est passé à une résidence permanente. Puis en septembre, ça va faire 11 ans qu'on est ici. On a acheté une maison, on a un petit garçon. Puis, C'est bien. Ouais. Et je comprends que vous travaillez pour Actito, qui est une entreprise au départ de Louvain-la-Neuve. Et pourquoi Actito a choisi de s'établir à Québec puis en faire son siège social, disons, nord-américain? À cause de moi, je pense. En fait, donc je ne connaissais pas les gens d'Actito en Belgique. Je les ai rencontrés durant une édition du Web à Québec. C'était le consulat belge qui nous avait mis en contact. Actito cherchait à rencontrer des agences à l'époque. Puis j'étais directrice marketing web pour une agence de Québec. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Donc au début, on a collaboré via l'agence.
Puis, de fil en aiguille, on a décidé vraiment d'établir un bureau. Donc, eux, ils voulaient au Québec à la base. Puis moi, évidemment, je voulais à Québec, mais premièrement pour des raisons pratiques. Mon cercle d'affaires mon cercle d'affaires était à Québec. Donc, j'avais beaucoup de contacts que j'avais fait dans mon métier précédent. Mais j'ai aussi avancé des arguments très rationnels dans le sens que, évidemment, la ville de Québec offre une belle qualité de vie. On a aussi, je pense qu'il y a plusieurs personnes de Québec international qui sont avec nous ici, qui ont été d'une très grande aide, en fait, pour justement l'établissement du bureau. Donc, dans les premiers mois, ça a été des personnes de référence. Puis, je dois aussi nommer Lawix, parce que je vois que Michel est là, qui nous ont beaucoup aidés à nous établir à Québec. Et donc, en fait, aussi, par rapport à la qualité de vie, c'est sûr que nous, au bureau d'Actito, on a des employés qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et Québec les a tous attirés vraiment par la qualité de vie. Certains ont commencé des études ici. Tout le monde peut témoigner de la qualité des études données à l'Université Laval. Donc, les gens, naturellement, ont tendance à rester à Québec. On ne va pas rentrer dans la petite guéguerre Québec-Montréal, mais moi, personnellement, j'adore Québec. Puis pour une jeune famille, je pense que c'est un très bel endroit pour s'établir. Donc, mais Alexandra, je vous interromps quelques instants, mais simplement pour m'assurer que le départ du maire actuel ne vous fera pas quitter Québec. Non, ça va, ça, même si ça m'attriste beaucoup, mais non. Bon. Sauf si Et avant de laisser toute la place qui leur revient aux invités, peut-être simplement une dernière question. Un mot sur le cercle d'affaires Belgique-Québec? Oui, alors donc le cercle d'affaires Belgique-Québec, mais comme son nom l'indique, c'est un cercle d'affaires. Puis notre mission, c'est vraiment de permettre aux compagnies d'origine belge de s'établir au Québec, mais aussi l'inverse. Donc les compagnies québécoises qui veulent s'établir en Belgique, mais on va vraiment les aider, on va les mettre en relation avec les bonnes personnes, les bons organismes. Et aussi la communauté d'affaires belge au Québec, on essaie de créer des événements pour leur permettre de se rassembler, de se connaître, parce que c'est toujours plus facile aussi de s'entraider quand on vient du même pays. Alors, merci beaucoup Alexandra, et je tiens à remercier toi personnellement, mais également les membres du Cercle d'affaires Belgique-Québec qui sont d'excellents partenaires et avec lesquels on a organisé l'activité d'aujourd'hui. Alors, je cède la parole à Dominique, mais avant ça, je vous dis simplement que si jamais vous souhaitez poser des questions, on espère à la fin avoir le temps d'en prendre quelques-unes. Faites-le par le biais du chat. Vous pouvez inscrire vos questions dans le chat. Pour le reste, Dominique, Monsieur le maire, Monsieur le bourgmestre, la parole est à vous. Merci. Merci, Pierre-Luc. Je suis extrêmement heureuse de me joindre à ce webinaire. En tant que Québécoise, moi, je suis l'inverse un peu d'Alexandra. En tant que Québécoise qui vit en Belgique depuis 12 ans et ayant constaté toutes les opportunités immenses que la collaboration entre nos deux nations francophones peut apporter. Donc, aujourd'hui, je voudrais juste cadrer un petit peu ce que nous aborderons dans le cadre de ce webinaire au cœur de la relance. Le rôle moteur, dans le fond, des villes et capitales de nos régions sera le sujet. Et pour ce faire, comme Pierre-Luc mentionnait, il me fait extrêmement plaisir de vous présenter les deux intervenants avec une feuille de route des plus impressionnantes et certainement une passion pour le sujet dans leur rôle respectif de maire et bourgmestre. Si vous me permettez, je vais quand même vous me permettre de les présenter et de donner un petit peu leur carrière. Premièrement, nous sommes joints par M. Régis Labaume, maire de la Ville de Québec, qui est diplômé en sociologie de l'Université Laval et qui a été élu la première fois en 2007 en tant que 37e maire de Québec et réélu depuis à la tête d'une équipe majoritaire. Il est président de l'agglomération de Québec et de la communauté métropolitaine de Québec. Et avant d'être maire, Régis Labaume a dirigé la Fondation d'entrepreneurship. Il a œuvré pendant plusieurs années dans le domaine de l'innovation technologique dans la région de Québec et a occupé des fonctions d'administrateur auprès de plusieurs entreprises de haute technologie. Et tout au long de sa carrière, M. Labaume s'est impliqué dans le monde social, culturel de la région de la Ville de Québec. Je pense que les gens le connaissent. En plus d'être membre de plusieurs conseils d'administration, dont ceux du Festival d'été de Québec et d'Hydro-Québec. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui, M. Labaume. Nous avons aussi la joie d'avoir avec nous le bourgmestre de la ville de Namur, M. Maxime Prévost. Donc, je vais faire un petit peu la même chose. Maxime Prévost est diplômé pour sa part en sciences politiques à l'Université catholique de Louvain et en droit et en gestion des nouvelles technologies de l'information et de la communication à l'Université de Namur.
Il a entamé son parcours professionnel comme consultant en performance organisationnelle dans des institutions publiques au sein de PricewaterhouseCoopers et attiré très jeune par la politique. Il devient directeur politique du Parti humaniste à 26 ans et il est élu bourgmestre de Namur en 2012 à 34 ans après avoir été adjoint au maire pendant 6 ans. Donc, député fédéral, ensuite député wallon, il devient en 2014 vice-président du gouvernement wallon et ministre en charge des travaux publics, la santé, l'action sociale et du patrimoine. Et en 2017, il se consacre donc à sa ville comme député et bourgmestre. Et en 2018, il a été largement réélu bourgmestre de la capitale wallonne. Et en janvier 2019, Maxime Prévost est élu président de son parti politique, le Centre démocrate humaniste, et rejoint la Chambre des représentants en mai 2019. Alors, merci également, M. Prévost, de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, pour peut-être entamer cette discussion autour du rôle moteur des villes et capitales dans le cadre de la relance, puis-je débuter peut-être avec vous, M. Prévost, et vous inviter à partager vos enjeux un peu stratégiques pour la relance namuroise? Je vous laisse le plancher. Bien, mais merci à chacun et chacune de prendre un petit peu de son temps dans un agenda que je sais et que j'imagine volontiers bien chargé, soit en fin de matinée pour les uns, soit en fin d'après-midi pour les autres, selon le continent sur lequel vous vous trouvez, pour cet échange. Un échange qui s'ajoute à tous ceux que j'ai déjà pu avoir avec Régis antérieurement ou avec Pierre-Luc et qui ont à chaque fois été des sources de grande satisfaction et de collaboration. Et je ne doute pas que dans nos trajectoires respectives et futures, on continuera à les nourrir. Alors, pour répondre de manière plus spécifique à la question que vous évoquez, de quelle manière une ville capitale de surcroît, comme l'est Québec, comme l'est Namur, peut-elle prendre sa part dans le jeu, un jeu auquel on a été tous mondialement et tristement invités, celui de devoir concourir à une relance économique après une crise sanitaire majeure qui était objectivement aussi inattendue que féroce dans les conséquences socio-économiques qui s'exposent, puisque pour ne rien vous cacher, à l'échelle de la Belgique, qui était déjà mondialement réputée pour être un pays au taux d'endettement assez conséquent, les prévisions qui étaient faites à l'automne dernier, au moment où le premier plan de relance de la ville de Namur a été conçu, projetaient, d'après nos organismes fédéraux, un taux d'endettement qui allait flirter avec les 120% du PIB et une contraction de notre activité économique en 2020 de l'ordre de 9%, avec donc une réduction de notre système économique, un déficit qui allait se creuser à moins 11% du PIB, très loin alors de la fameuse norme européenne de maximum moins 3%. Donc, quelques chiffres rien que pour pouvoir baliser à l'échelle de notre petite nation ce qu'était l'impact sur les finances des pouvoirs publics et des citoyens et du tissu économique. Alors, on a considéré au niveau local qu'on avait notre rôle à jouer. Bien entendu, l'activation de bien des leviers fiscaux parmi les plus conséquents pour l'activité des entreprises n'échoit pas aux municipalités, mais se trouve surtout du côté fédéral et du côté régional. On peut bien, et on l'a fait, exonérer les uns et les autres de taxes ou de redevances qui échoient à l'autorité locale. Ça fait toujours du bien, mais on ne peut pas dire que ce soit des montants qui généralement permettent d'éviter l'écueil d'une faillite ou permettent de garantir la survie d'une entreprise ou de sa trésorerie. On a donc agi en écho aux initiatives fédérales et régionales en déterminant un plan de relance de plusieurs millions d'euros. Quand je fais le total des avoirs qui ont été mobilisés à l'échelle de la ville, qui a un budget de l'ordre de 200 millions d'euros, je dirais 350 millions d'euros si j'ajoute le volet social, on a débloqué de l'ordre de 15 millions d'euros d'aide pour les secteurs locaux, en sus du déficit que l'on doit assumer, qui était grosso modo du même ordre, soit par des recettes qui ne nous parvenaient plus guère, soit par des dépenses additionnelles, notamment pour motifs sanitaires, qu'il convenait de réaliser et qui n'avaient pas été initialement budgétés dans la maquette de 2020. Sur quoi a-t-on opéré un focus spécifique en ayant la volonté que ça a un effet de domino
adéquats, bien entendu, sur notre territoire, mais plus largement sur l'interland des communes aussi qui nous entourent, puisque nous avons vocation, comme capitale régionale, à aussi être un moteur et une dynamique au-delà de nos seules frontières municipales. Bien entendu, ce sont les commerces et les orecaïstes qui ont été le cœur de cible d'exonération et d'octroi de primes à l'initiative du pouvoir communal également. Les indépendants et PME qui ont fait l'objet de marchés publics intensifs pour pouvoir aussi tenter de les aider et de remettre du vent dans les voiles d'une activité économique qui était au ralenti. Les acteurs culturels et l'événementiel qui ont dû effectivement fermer les tentures ou les rideaux des espaces culturels ont été particulièrement aidés dans les budgets que nous avons débloqués. Nous n'avons pas oublié non plus les acteurs sportifs, puisque nous avons une riche dynamique associative sur le territoire. Et qu'on le veuille ou pas, la question de la santé mentale ou de la résilience, à défaut d'avoir été prise en compte adéquatement dès la première vague, s'est imposée progressivement et de manière pertinente à l'agenda de la seconde. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on ne devait pas négliger cet enjeu de la résilience et de la santé mentale. Et le soutien aux acteurs sportifs pouvait aussi y contribuer. Les acteurs de la jeunesse, beaucoup de jeunes étaient effectivement désabusés. On a fait un grand focus au début de la crise sur les aînés, puisque c'était le public le plus fragilisé dans les maisons de retraite, les personnes âgées isolées. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'après que ce public plus précarisé ait été pris en considération, donc les aînés, ceux qui présentaient des facteurs de comorbidité aussi, qui les exposaient à un risque accru, quel que soit leur âge, les personnes en centre d'hébergement pour personnes handicapées, ayant des troubles de santé mentale ou des déficiences quelconques, pas à même de respecter les règles de distanciation sociale ou les actes de prévention, puisqu'ils n'étaient pas nécessairement conscients de la crise sanitaire dans laquelle on était plongé. Je n'oublie pas le public des SDF, les sans-abri, pour qui c'était assez compliqué de demander qu'ils restent évidemment à leur domicile pendant une quarantaine, dès lors qu'ils n'en ont guère. Il a fallu alors mobiliser à l'échelle locale également pour tous ces publics qui ont été insuffisamment pris en compte par les autorités fédérales. Mais la réalité de terrain, quand on a les pieds dans la glaise et les mains dans le cambouis, comme maire, ce sont aussi des publics auxquels on doit penser. Et donc, on a réquisitionné des halls de sport pour pouvoir faire des dortoirs avec respect des distances. On a mobilisé le personnel 24 heures sur 24. Tout le tissu associatif qui procurait des aides alimentaires, essentiellement grâce à des bénévoles plus âgés, mais qui dès lors devaient se préserver et qui avaient donc fermé boutique, ont dû être suppléés au niveau municipal aussi, avec le personnel de la ville qui travaillait parfois sur d'autres secteurs, qui a été réorienté vers ces types de publics prioritaires, et on y a organisé également la vaccination. Le secteur du tourisme, largement impacté, puisque plus personne ne pouvait voyager. Il y avait, ce n'était pas le cas en Belgique, mais en France, il y avait même des restrictions de déplacement à plus de 10 km autour de son domicile. Et donc, on craignait qu'il y ait un effet de contagion sur la Belgique à un moment donné, puisqu'on est parfois fort influencé pour le pire ou pour le meilleur par notre voisin français. Mais on n'a pas voulu seulement, et je terminerai par là pour ne pas abuser de votre patience, sachant que j'ai déjà dépassé le temps qui m'était imparti, on n'a pas voulu seulement aider les secteurs économiques qui étaient les plus impactés. On voulait également aider les personnes socialement fragilisées et qui vivaient plus durement encore que d'autres cette crise et ces restrictions. La jeunesse, après avoir été peut-être négligée au début de la crise en faveur du public plus âgé, il était essentiel de pouvoir lui donner des moyens pour limiter son décrochage scolaire et le décrochage social. Les élèves qui avaient déjà des difficultés de suivi scolaire ont eu ces difficultés accrues par le fait qu'il n'y avait plus de cours en présentiel, que tout était donné en webinaire, mais avec évidemment une implication très variable du corps enseignant, soit en fonction de ses propres compétences ou volontés, soit en fonction aussi des outils dont il disposait dans les établissements d'enseignement. La lutte alors contre le décrochage scolaire, dédoublée d'un décrochage social, a fait l'objet d'investissements complémentaires très conséquents. Et on a voulu aussi penser l'après. On a bien sûr pris des mesures pour soigner l'immédiat, pour apporter un soutien, une béquille à tous ces acteurs économiques, associatifs, culturels qui étaient impactés. Mais il fallait aussi qu'on accélère la transition vers le monde d'après. Et donc, on a dans notre plan de relance également consacré des moyens importants sur toute la révolution numérique et l'équipement dans nos enseignements.
On a également veillé à la dimension sanitaire. Je vais donner un bête exemple qui se prêtera peut-être à sourire, mais tous les parents comprendront de quoi il s'agit. On a aussi débloqué plusieurs millions pour réinvestir dans nos écoles et notamment les remplacements des sanitaires dans les écoles. C'est rarement l'élément que l'on sélectionne dans des arbitrages budgétaires de manière spontanée, mais la crise sanitaire nous a rappelé combien c'était aussi un élément essentiel. L'alimentation avec la production locale, le retour évidemment vers les circuits courts, le fait de se rendre compte qu'on a été très largement dépendant sur le plan logistique, mais aussi alimentaire des pays tiers, et donc relocaliser la production, c'était très clair. Et alors, et je termine par là, amplifier, accélérer le rythme auquel on bascule vers une mobilité bas carbone. Ces enjeux, finalement, qui concourent au monde d'après avec le numérique, la production locale et la mobilité alternative. Ce sont des éléments sur lesquels donc, on a voulu agir avec notre échelle locale, bien entendu, nos moyens locaux, qui ne sont pas ceux en milliards d'une autorité fédérale, mais qui permettent de mettre du vent dans les voiles de tous nos acteurs locaux et de l'Interland. C'est en tout cas la logique dans laquelle on a souhaité s'inscrire et qui a été plutôt saluée localement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Prévost. Je trouve particulièrement intéressant le focus effectivement sur les populations plus vulnérables, mais aussi toutes les pistes que vous avez amenées. Et on en reviendra un petit peu plus précisément durant la discussion. Et si les gens ont des questions aussi, n'hésitez pas. Monsieur Labaume, puis-je vous inviter à votre tour à partager un peu vos enjeux et vos vues pour la relance de cette magnifique ville de Québec qui est aussi ma ville natale? Oui, ben, tout d'abord, je veux dire, je pense que la relance de la Belgique va très bien avec la victoire hier contre le Portugal. Alors, je pense que nous, au niveau psychosocial, pour le pays, il n'y a pas mieux. Écoutez, nous ici, je dois vous avouer que ça ne va pas si mal. Alors, on a vécu la pandémie comme le monde entier l'a vécu. Nous, la façon dont ça fonctionne ici, les autorités sanitaires qui dépendent du gouvernement provincial prennent les décisions et nous les exécutons à notre niveau. Alors, on a beaucoup investi, depuis 1 an et demi, dans ce qu'on appelle le psychosocial. On a décidé tout d'abord de s'assurer de donner de bons services municipaux. Et par la suite, on s'est dit comment aider les gens psychologiquement à sortir de ce grand malheur-là. On pourra en parler lors de la discussion. Québec, la région ici, n'avait pas connu de PIB négatif depuis 26 ans. C'était l'économie la plus régulière au pays depuis un quart de siècle. Et bien évidemment, l'an passé, le PIB a été négatif. Avant la pandémie, nous avions un gros problème de main-d'œuvre, de manque de main-d'œuvre. En février 2020, le taux de chômage est à peu près à 4,1 %. Au moment où on se parle, il est revenu, bon, évidemment, il y a eu le chômage circonstanciel. Oui, tout à fait. Mais au moment où on se parle, on est encore à peu près à 5 %. Alors, on revient à peu près au point où on était il y a à peu près 1 année. Nous, à la ville, nous gérons à peu près 2 milliards de dollars annuellement. On a réussi à contrôler nos budgets. Je dois dire que le gouvernement du Québec, les gouvernements du Québec et le gouvernement fédéral nous ont aidés financièrement, tant et si bien que je suis un peu gêné de le dire, on a réussi, malgré les investissements, à dégager un bénéfice. À Québec, phénomène très particulier. Il faut voir que l'épargne collective a beaucoup augmenté au pays. Alors, c'est donc la même chose ici. Et depuis l'an dernier, alors 2020 et 2021, nous accumulons les records d'investissement dans le secteur immobilier et particulièrement dans le secteur résidentiel. Oui. L'an passé, on a vécu une année record en termes d'investissement en construction. Et cette année, à la même période comparée à l'an passé, on a doublé le total d'investissement en construction. Alors, visiblement, les gens ont économisé. Les gens doivent se loger. Le fractionnement des familles aide évidemment. Alors, nous, la construction est en effervescence et évidemment, ça aide beaucoup l'économie.
Comment aussi, sur quoi on table pour la relance? Alors bon, la construction évidemment, et l'économie avait déjà, on avait vécu, nous autres, il y a à peu près 25 ans, une grosse mutation d'économie de pouvoir, c'est-à-dire de ville gouvernementale. Le plus gros créateur de richesse collective à Québec maintenant est l'innovation technologique. Mais ici, on a un projet qui a été approuvé dans les derniers mois, dernières semaines, sur lequel je planche depuis 12 ans. C'est pour ça, Maxime, que je peux prendre ma retraite maintenant. Maintenant, j'ai réglé ce gros dossier-là. On va construire un tramway à Québec et ce sera un investissement de 3,3 milliards. Et comme ça se passe ailleurs, comme on l'avait prévu, évidemment, ça devrait créer à peu près 2 milliards d'investissements en construction résidentielle le long de la ligne du tramway. Okay. Alors que ça fonctionne, c'est un modèle qui fonctionne toujours. Alors ça, c'est demain matin. Et là où on met des efforts actuellement, c'est sur 2 secteurs qui ont souffert le plus pendant la pandémie. Évidemment, le secteur culturel, vous ne serez pas surpris. Oui. Et le tourisme. Alors actuellement, on a investi 25 millions de dollars pour l'été, de juin à octobre. On devrait embaucher 1000 artistes et artisans qui, partout dans la ville, vont donner des prestations culturelles les plus folles les unes que les autres. Et on a accompagné ce programme-là avec une offensive touristique inégalée. À Québec, on a investi beaucoup de millions de dollars pour s'assurer que les Québécois viennent nous voir, viennent visiter Québec, viennent dormir dans nos hôtels, nos auberges, viennent bouffer dans nos restaurants parce qu'ils ont beaucoup souffert. Alors, ce sont les 2 secteurs que l'on vise actuellement parce que vraiment, eux, ils ont mangé un coup incroyable. Oui. Alors, c'est là où on en est à la date d'aujourd'hui. Merci, M. Laborde. On aura effectivement l'occasion d'en reparler. On entend effectivement beaucoup parler de tout ce qui est construction. Et moi, j'irai certainement cet été prendre un petit peu de temps dans la ville de Québec. Donc, ce que je suggère, c'est peut-être d'aller un petit peu plus pointu, d'ouvrir la discussion. Et pour ce faire, ce qu'on aimerait, c'est peut-être couvrir 3 thèmes importants durant ce webinaire. Alors, j'invite les gens aussi à poser des questions. Et vraiment en se concentrant, là, en touchant au rôle des villes et capitales dans cette relance. Des rôles, la relance sociale, aussi abordée en deuxième, le plan économique. Et finalement, le plan environnemental, si le temps le permet, un petit peu au niveau de l'économie circulaire. Donc, on est tous, comme vous le mentionnez, extrêmement conscients de l'impact que les mesures drastiques des confinements ont eu sur nos concitoyens qui les ont privés durant la pandémie de socialisation, de loisirs et, comme vous disiez si bien, M. Laborde, de culture. Donc, pour aborder la relance au niveau social, je débuterai peut-être par vous demander, et peut-être commencer avec vous, M. Laborde, comment des villes de rassemblement de culture et de loisirs qui sont aussi importantes que Namur et Québec peuvent gérer dans ces temps inédits le retour à cette socialisation humaine et les besoins et dans la façon de le faire? Je dois vous dire, ça a été notre priorité, comme je le disais tout à l'heure, pour gérer la pandémie. Alors, on a investi beaucoup dans l'animation de la ville, malgré toutes les mesures sanitaires. Je vais vous dire qu'on est très rigoureux sur le respect de ces règles-là. Au début de la pandémie, l'été venant, on s'est donné des thématiques. Alors, pour l'été dernier, l'été 2020, on s'est dit qu'on se tricotait un été. Hein? Alors, c'est quoi se tricoter un été? C'est de tenter de s'organiser pour prendre du bon temps malgré la pandémie. Alors, on a une cellule de crise ici qui est très créative et on a demandé à nos gens ici à la ville de nous créer des activités inédites. Alors, par exemple, les cafés-terrasses à Québec, maintenant, c'est gratuit. Hein? Les restaurateurs ne paient pas pour pouvoir opérer des cafés-terrasses. On a créé des dizaines de places éphémères. Qu'est-ce qu'une place éphémère? Ce sont des artistes qui créent des places avec des décors tout à fait inédits. Alors, ça a très bien été. On a permis, je ne sais pas comment c'est à Namur, Maxime, mais ici, on a permis la consommation d'alcool dans les parcs
jusqu'à 11h, minuit du soir, et les gens pouvaient même maintenant se faire des barbecues. Et dans les parcs de Québec, on appelait ça, nous, poliment, des parcs conviviaux. Hein? Bon, évidemment, ça a créé des petits soucis de temps à autre, mais ça s'est bien passé finalement. On s'est donné 20 km de rues partagées qui fait en sorte que les vélos, comment dire, les gens peuvent se partager la route, les piétons, les cyclistes, les automobilistes. On a changé le beat de la ville. On voulait changer l'espèce de tempo. On a fait des affaires complètement folles, comme on a créé les bingos du maire. Le maire, pour les personnes, pour les aînés, on faisait le nécessaire pour... on appelait les aînés pour leur lire des chapitres de livres. Tous les sites de la ville étaient gratuits. On avait des athlètes de Québec qui créaient des vidéos pour s'assurer que les gens demeurent en forme, bougent un peu. Et ensuite, on a eu une série sur les recettes en temps de pandémie. L'hiver dernier, on a créé ce qu'on appelait les stations chaleureuses. Vous savez, c'est l'hiver ici, là. Mm-hmm. Alors, on avait à peu près une vingtaine d'endroits où il y avait des feux bien contrôlés, où les gens se rassemblaient. En fait, les gens avaient besoin d'émotion, avaient besoin de chaleur, avaient besoin de se voir. Ouais. On a illuminé la ville comme jamais on l'a fait. On avait décidé de créer de la lumière parce que les journées sont courtes en hiver au Québec. Alors, on avait décidé de créer de la lumière. Alors, on a décoré la ville. Alors, on a tenté de faire en sorte que les gens s'amusent bien. Et cet été, laissez-moi finir, madame, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de souci. Cet été, notre thématique, c'est on se donne un air d'été. Alors, c'est là qu'on a embauché à peu près 1000 artistes et évidemment, on ne peut pas prévoir les prestations parce qu'on ne doit pas, créer de rassemblements. On devrait, partout dans la ville, avoir un été assez folle. Ça devrait être assez fou ici parce que vous aurez des funambules, des artistes du circassien, des chanteurs, des musiciens qui devrait animer la ville. Alors, on a vraiment beaucoup investi là-dessus, nous. On s'est occupé de l'humeur des gens. J'espère qu'on a réussi, mais c'était vraiment notre priorité. Merci, M. Labaume. Donc, non seulement tricoter un été, mais je pense qu'un hiver aussi. Je pense qu'il y a des situations assez similaires aussi en Belgique, si on parle des horaires d'hiver, etc. Donc, avez-vous un petit peu la perspective de Namur à rajouter? J'ai le sentiment, en écoutant Régis, qu'on a a priori été soumis à un régime plus drastique par nos autorités fédérales. Il faut se rendre compte que jusqu'il y a 2 semaines seulement, les acteurs culturels ne pouvaient pas se réunir à plus de 50 dans des pièces avec obligation d'être assis. L'ORECA est autorisé seulement depuis hier à accueillir 8 personnes, sinon c'était 4 par tablé maximum. Et dans les foyers des gens, y compris pendant la période de Noël, c'était 1 personne maximum qu'il était possible d'accueillir. Et on vient seul... C'est pareil chez nous, Maxime. Ouais, ah ben voilà. Très similaire. Et donc, tant mieux. Mais on a eu en tout cas un rythme de déconfinement qui a été très lent à s'accélérer. Il l'a été ces dernières semaines à la faveur de la Coupe d'Europe de football. Soyons clairs, pour permettre effectivement que les Belges puissent suivre leur équipe nationale et avec effervescence et surtout en faisant tourner la boutique des cafés et restaurants, toutes les règles fédérales ont été adaptées sur les heures, notamment des matchs et des footballs. Et donc, c'est seulement depuis hier qu'on peut désormais rester jusqu'à 1h du matin parce que la semaine dernière encore, les mesures étaient tellement ahurissantes que théoriquement, on pouvait rentrer à l'intérieur du café pour voir la première mi-temps, mais on devait quitter ensuite le café pour la deuxième mi-temps parce que les horaires n'étaient pas compatibles. Bon, ça, c'est le surréalisme à la belge tel qu'on l'affectionne et qui fait qu'on a autant de charme. Par contre, ce qui est vrai, et là je rejoins Régis, et je réponds à une des questions que j'ai vues posées par la WEX dans le chat. Je crois qu'un élément clé sur lequel on peut intensifier encore les ponts entre nos deux villes qui ont cette même
dynamique d'effervescence et de lieu de décision, c'est certainement les industries créatives. Moi, je reste convaincu que la culture est un vecteur d'émancipation, certes humaine, mais socio-économique majeur. À l'échelle de l'Europe, il faut se rendre compte que les industries créatives, c'est plus de contributions au PIB européen que le secteur de la chimie, par exemple. Et donc, par contre, il y a toujours aussi un élément clé que peut-être la crise sanitaire a favorisé, c'est décomplexer aussi le monde culturel à l'égard du monde économique. C'est peut-être quelque chose qu'on a moins ressenti dans les pays anglo-saxons, où la culture est différente, et sur le fait que les artistes, chez nous, ont parfois tendance à considérer que dès lors qu'ils sont subventionnés ou aidés, ils sont compromis, que l'aide financière des autorités publiques salit en quelque sorte leur œuvre créative, comme s'ils étaient moins artistes s'ils ne s'émancipaient pas de l'influence politique. Et donc, il y a eu un rapport parfois un peu malsain sur notre territoire par rapport à ce mariage entre culture et économie. Et je pense que ça a posé préjudice d'ailleurs aux acteurs culturels qui ont dès lors, à force depuis des décennies, d'avoir voulu éviter toute marchandisation de leurs valeurs et de leur secteur, d'avoir été les oubliés aussi par les gouvernements lors des premières vagues. On ne les percevait pas comme des acteurs économiques qui devaient être aidés au même titre que les industries plus classiques, indépendants, petites et moyennes entreprises. Et je pense que la crise a eu au moins cet aspect-là de salutaire, c'est qu'on a réhabilité progressivement au cours de la crise le rôle et la contribution du secteur culturel, de l'événementiel, des industries créatives au sens large, dans la dynamique économique et également dans le bien-être. Et donc, cette dimension de santé mentale à laquelle Régis faisait allusion, elle est essentielle parce qu'on a vu aussi, à la faveur de la crise, une explosion des burn-out, notamment dans les administrations publiques. Et donc, je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit tirer des enseignements et travailler. Et dernier élément, la crise a favorisé aussi l'investissement immobilier à Namur. D'ailleurs, un promoteur immobilier me disait récemment qu'après avoir cartographié le nombre de promoteurs présents dans chacune des villes de notre royaume, après la ville d'Anvers, port international bien réputé pour ses diamants notamment, c'est à Namur que se concentre aujourd'hui le plus grand nombre de promoteurs différents et ça se voit dans le paysage, dans le landscape avec les grues qui se multiplient. Et donc, il y a une dynamique effectivement vertueuse qui peut être tirée de cette crise et il faut la saisir. Maxime, pour te dire aussi, je l'ai décrit, ça a l'air un peu du Far West, la reprise à Québec, là, mais on sort à peine on nous permet à peine d'aller dans le resto. Et par exemple, les artistes, ce sont des prestations impromptues. Hein? On ne peut pas les annoncer à l'avance parce qu'on ne peut pas créer de rassemblement. Quant à la culture, moi, il y a un phénomène extrêmement déplorable qui s'est passé. Je pense qu'on a perdu la créativité d'une génération de jeunes artistes qui devaient vivre et manger et survivre. Et donc, ce sont des gens qui ont dû se trouver des emplois autrement que dans leur métier, c'est-à-dire la culture. Et Dieu sait que c'est pas simple de vivre de la culture. Et j'espère que c'est pas vrai, mais c'est un mauvais sentiment que j'ai, c'est qu'on a peut-être perdu la créativité d'une génération qui, avant que l'investissement dans la culture reprenne, on en a pour quelques années, ici 2-3 ans. Alors, eux, ils doivent survivre et peut-être qu'ils ne reviendront pas nous faire bénéficier de leur créativité. C'est triste, là, mais c'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'on doit travailler. J'allais dire, on doit justement pour ça travailler un véritable statut des artistes, qui fait encore défaut en Belgique. Tout le monde valorise la recherche et le développement dans le secteur marchand, en disant que c'est même un indicateur positif de la compétitivité, de la productivité, la R&D, la recherche-développement, c'est essentiel, mais quand ça s'applique à la culture, un artiste qui veut être en recherche d'un concept, en développement d'une innovation, d'une idée artistique, on va dire que c'est un glandeur, que c'est quelqu'un qui profite du système, que c'est quelqu'un qui ne produit pas, qui ne travaille pas. Or, je pense que c'est un temps pour la création qui doit aussi pouvoir être valorisé, y compris économiquement et socialement. Ouais. C'est un secteur économique très important. Et c'est ça que j'ai tenté de faire comprendre à la population. Oui, intrinsèquement, c'est important pour l'être humain, la culture, là, mais au-delà de ça, à Québec,
Et c'est pour ça qu'on y a tant investi. C'est un secteur économique important. Et les gens commencent à le saisir. Mais le statut, évidemment, d'artiste, c'est pas simple. Non. Et je pense que vous parlez tous les deux. Effectivement, il y a beaucoup de similitudes entre la façon dont les confinements et les déconfinements se sont produits un peu au Québec et en Belgique. Si je peux, j'ai un peu, en ayant un pied dans les deux endroits. Vous parlez de la culture qui commence à peine à se réouvrir et effectivement des enjeux au niveau de ce secteur-là. Mais M. Labaume, vous parliez aussi de l'ORECA, donc tout ce qui est restauration, etc. C'est aussi un moteur des villes, hein, si on regarde au niveau économique. Vous parlez du fait qu'effectivement, les cafés-terrasses, bon, les restaurateurs n'ont pas à payer. Mais on voit aussi une pénurie de main-d'œuvre au niveau, on entend beaucoup parler d'une pénurie de main-d'œuvre, particulièrement dans effectivement tout ce qui est la restauration et l'hôtellerie, de par ce qu'ils ont vécu. Donc, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous planchez ou des conditions pour s'assurer d'avoir une main-d'œuvre solide dans ces domaines-là, qui sont bien qualifiés pour relancer cette économie-là aussi? C'est extrêmement compliqué. Bon, ici, il y a quand même... démographiquement, il y a des changements ici. Dans quelques années, 25-26% de la population aura 65 ans et plus. C'est très spécial. Alors, déjà, on avait des problèmes de main-d'œuvre, mais on a des problèmes de main-d'œuvre en tout. En tout. Évidemment, dans la restauration, l'hôtellerie, c'est dramatique et parce que c'est moins payé. Et là, heureusement, tout le monde doit payer plus, alors les gens ne sont pas qu'au salaire minimum. Et inutile de vous dire, bon, alors il n'y a pas eu d'immigration pendant la pandémie, parce que nous, c'est inévitable, on doit compter sur l'immigration. J'essaie de convaincre les gouvernements de donner une priorité à l'immigration francophone. Semble-t-il que c'est un peu l'antéchrist lorsque je parle de ça, là. Mais on doit tabler sur l'immigration. Alors, imaginez, il n'y a pas eu d'immigration depuis à peu près 18 mois. Alors, c'est rien pour améliorer notre cas. Alors, je lance l'appel à tous les jeunes et les Belges qui nous écoutent. Évidemment, votre maire, les jeunes de Namur adorent leur maire, on le sait, leur bourgmestre, on le sait. Mais c'est pas si mal aussi à Québec. Alors, venez faire un petit stage de 2-3 ans ici. Et si vous ne tombez pas en amour, vous pourrez retourner chez vous. Alors... Oui, je pense qu'Alexandra et moi, un bel exemple de ces échanges-là qui ont pu avoir lieu. Pour votre part, Maxime, M. Prévost, là, au niveau d'effectivement tout ce qui est d'avoir cette main-d'œuvre qui est difficile en ce moment à retrouver au niveau qualifié parce qu'on les a soit perdus ou parce qu'effectivement, la pandémie a eu un impact majeur sur ces moteurs économiques-là. Vous avez des pistes? Mais on a d'abord une réalité qui est différente. Le taux de chômage chez nous, il est de l'ordre de 10 à 11%. Ouais. Et il est pourtant plus bas que la moyenne de la région. Mais on n'est pas évidemment aussi proche du plein emploi comme l'est la ville de Québec. Et donc, on n'est pas confronté à un besoin de disposer de davantage de personnes pour exercer les fonctions. Par contre, on a un besoin de davantage de qualification dans le chef des personnes déjà présentes. Ouais. Et donc, ce qui est un tout autre enjeu, c'est celui de la formation continuée. Et dans le secteur horecaïste particulièrement, ça devient plus compliqué maintenant de pouvoir trouver le personnel approprié pour une raison simple, c'est que durant les mois de fermeture contraints par les autorités fédérales, ces personnes qui avaient l'habitude de faire des horaires qu'il faut reconnaître parfois abrutissants, qui ne sont pas les plus faciles pour concilier vie familiale et vie professionnelle. Pour survivre en général dans l'ORECA, il est recommandé d'avoir un conjoint qui est lui-même issu du même secteur pour favoriser la compréhension et les plages horaires. Ouais. Mais la fermeture a finalement amené beaucoup d'entre eux, soit parce qu'il fallait qu'ils fassent bouillir la marmite et qu'ils rentrent un salaire, à se détourner du secteur de l'ORECA pour alors accepter des jobs dans d'autres filières qui continuaient de fonctionner, soit parce que, nonobstant les aides qui étaient octroyées au titre de chômage circonstanciel, ce qu'on a appelé chez nous le chômage temporaire de crise,
Oui. Ils se sont finalement rendus compte au fil du temps et des mois qui s'écoulaient, ce qui est encore différent quand on fait juste une pause de 10 jours pour des vacances, que finalement, il y avait une qualité de vie avec laquelle ils commençaient à renouer et qui ne se sentaient plus nécessairement la force de refaire des horaires jusqu'aux petites heures du matin. Et donc, on a eu une déperdition aussi de personnes qualifiées au niveau de l'ORECA parce qu'elles ont souhaité redonner un autre sens à leur vie professionnelle et se réengager. Et donc, j'ai pas mal de patrons orecaïstes qui aujourd'hui, ils sont extrêmement heureux quand ils ont pu retrouver leur personnel, nonobstant les difficultés d'en trouver du nouveau. Alors, Oui. il y a des campagnes qui sont lancées par les acteurs de formation au niveau local et régional pour pouvoir effectivement rendre à nouveau attractif l'ORECA. Et une difficulté complémentaire pour le gestionnaire urbain que nous sommes, c'est d'éviter finalement qu'il y ait une trop grande vampirisation du cœur de ville par les seuls orecaïstes, qui ont paradoxalement mieux, grâce aux aides octroyées, tenu le coup qu'une série de commerces, par exemple de textiles, qui ont pu, sur papier, rester ouverts, mais qui ont eu des chiffres d'affaires qui ont plongé, et donc dans les faits, qui ont généré plus de faillites que certains orecaïstes. Et donc ce sont des cellules commerciales qui sont très vite après vampirisées par des orecas, avec la crainte finalement d'un équilibre qui soit rompu dans le cœur de ville entre des établissements de bouche et des commerces d'un autre type qui sont aussi des facteurs d'attractivité, sans parler de la cohabitation alors avec les riverains que ça peut parfois générer. Et donc ce sont des éléments sur lesquels on a un gros travail à devoir faire avec les opérateurs de formation pour retrouver du personnel que nous n'avons pas besoin d'importer, même si tout le monde est le bienvenu à Namur et que c'est une ville formidable, mais le personnel présent qui est au chômage doit pouvoir être orienté vers des filières de qualification de cette nature. Oui. Et beaucoup de transitions et beaucoup d'avoir aussi à reformer voilà, la nouvelle génération et les gens qui arrivent. Je regarde, parce que le temps file et je voulais aussi peut-être qu'on aborde un petit peu, un peu le plan environnemental dans cette discussion. On a assisté pendant la pandémie vraiment à un engouement pour tout ce qui a trait à l'économie locale, l'environnement de la part de nos populations. Et je me demandais, effectivement, ces discussions nous ramènent aussi aux enjeux de mobilité. Monsieur Labaume, vous en avez parlé avec le tram, les enjeux de mobilité urbaine, de réorganisation de nos vies en société, avec tout ce qui s'est passé. Donc, selon vous, et peut-être, M. Labaume, commencer par vous, parce que vous avez déjà mis les pistes au niveau du tram, mais comment on peut effectivement continuer à financer ces mobilités un peu plus vertes sans contribuables à la mission financièrement, surtout plusieurs ont été impactés très fortement par la crise au niveau personnel. On a eu des gens qui ont mis de l'argent de côté pour s'acheter des demeures et tout, mais quand même, ça a eu un impact sur tout le monde. Donc, comment ces pistes de financement peuvent aider à financer ces faire d'aller? Voici, écoutez, on tombe bien, c'est aujourd'hui que nous lançons le plus important plan d'action de développement durable de l'histoire de la Ville de Québec. Un plan de développement durable calqué sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Il est inévitable que pendant ces mois de pandémie, nos citoyens et citoyennes ont redécouvert leur entourage, leurs environnements immédiats. Et moi, ce que je constate, et on s'en doutait bien, c'est que les gens vont nous demander de plus en plus dans les prochaines années, même si déjà il y avait un trend face à ça, d'améliorer leurs environnements immédiats, hein? De plus beaux parcs, de plus de kilomètres de pistes cyclables. Alors, l'engouement pour le très, très local et le quartier a été multiplié pendant les mois de pandémie parce que là où ils n'avaient pas ce qu'il fallait, ils l'ont bien découvert parce qu'ils ont eu le temps de l'examiner en faisant le tour de leur quartier en marchant parce que c'est la seule chose qu'ils pouvaient faire. Et en même temps, lorsque vous souhaitez que votre environnement immédiat soit amélioré, ça nécessairement, ça exige de nouveaux gestes au point de vue environnemental ou développement durable. Alors ici, on a un plan qu'on sort cet après-midi
et où on va très loin, très, très loin, je pense. C'est le plus costaud qu'on a jamais eu à Québec. Et j'espère qu'on pourra satisfaire les gens, mais on prend un virage important. Par exemple, ceux qui approvisionnent la ville en biens et services, éventuellement, devront faire patte blanche quant à leur comportement en développement durable. Et là, on a 2 gros projets d'économie circulaire, parce que l'économie circulaire, par exemple, c'est ce qu'on appelle souvent un buzzword à Québec, là, ou au Québec. Et là, pardon? C'est un peu partout aussi, c'est un buzzword. Oui. Alors, je termine, madame. On a une usine de biométhanisation ici où on va prendre toutes les matières putrescibles et nous allons les reconvertir totalement en 100% en fertilisant, en gaz, etc., etc. Et on a un incinérateur à Québec et pour la première fois au pays, nous allons prendre la vapeur qui est créée par l'incinérateur et nous allons fournir le plus gros hôpital de l'Est du Québec en capacité électrique, chauffage, etc., etc. Alors, moi, je pense que la pandémie a exacerbé les besoins et l'engouement pour l'environnement, le développement durable, et ce sera à nous, les dirigeants des villes, à s'ajuster. Merci, M. Labaume. Peut-être ma dernière question, M. Prévost, avant que je redonne le flambeau à Pierre-Luc, un petit peu plus pointu, parce qu'on parle aussi de comment on paye pour toutes ces nouvelles façons de se transporter, tout ce qui est la mobilité verte. On a vu à certains endroits, comme au Luxembourg, l'avènement de gratuité dans les transports en commun. Est-ce que, selon vous, ce sont des modèles d'affaires qui sont viables? Moi, je suis à titre personnel assez sceptique sur cette gratuité, puisque tout ce qui est gratuit coûte toujours à quelqu'un. Oui, il faut quelqu'un paye. Donc, c'est parfois conceptuellement très généreux. Opérationnellement, on a eu une ville en Belgique qui a aussi, au départ, lancé le transport en commun gratuit, et puis après quelques années, qui a fait marche arrière. Parce qu'au finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas eu de transfert modal aussi important qu'on ne l'avait estimé, que c'était finalement ceux qui prenaient déjà leur vélo qui ont surtout opté pour le bus, parfois en prenant le vélo dans le bus, mais que ça n'avait pas, comparativement à l'investissement que ça représentait, généré de switch modal aussi conséquent qu'attendu. Donc, je reste dubitatif. Par contre, la pluralité du bouquet à mettre en œuvre, il faut un véritable cocktail de mesures. J'ai mis en clin d'œil l'image derrière du téléphérique qu'on a inauguré il y a quelques semaines à Namur pour relier le cœur de ville historique aux hauteurs de la citadelle. On passe au conseil municipal demain soir le règlement redevance aussi parce qu'on va élargir les horaires pour en faire un vrai outil de mobilité et faire en sorte qu'on puisse utiliser celui-ci pour déposer les enfants pour aller à l'école parce qu'on a un cœur de ville avec énormément d'établissements scolaires et donc beaucoup d'engorgement le matin et aux heures de fin d'école. Dans des classes, ça peut aussi aider et délester. Et tout à l'heure, Régis a parlé du beat de la ville qui devait être changé, le rythme de la ville. On a aussi profité de la crise pour faire un basculement majeur. Habituellement, le schéma classique, c'est priorité à la voiture, les piétons et cyclistes doivent faire attention. On a changé ça. Aujourd'hui, dans le cœur de ville de Namur, c'est 20 km/h imposé maximum en circulation. C'est priorité aux piétons qui peut traverser et déambuler partout où il le souhaite. Et c'est à la voiture à désormais faire attention. Je le rejoins pleinement quand il dit que la crise a aussi amené les gens à se réapproprier leur environnement direct et être plus exigeants. Nous, on parle beaucoup plus de qualité de l'air maintenant qu'on ne le faisait antérieurement. On est dans un grand processus qu'on a appelé le plan canopé avec 10 000 arbres à devoir replanter, avec des parcs publics supplémentaires que l'on va créer et avec une volonté aussi de développer les modalités de mobilité alternative. Il faut reconnaître que là, on a du retard en Belgique avec un réseau de distribution d'électricité permettant qu'il y ait un vrai gap positif vers l'électrique qui est encore insuffisant. Et donc, ça fait partie des éléments sur lesquels on travaille. Et je salue d'ailleurs mon adjointe en charge du développement touristique, Anne Barzin, qui est également connectée et qui est un précieux allié dans l'ensemble de ce processus. Merci, M. Prévost. Écoutez, nous arrivons déjà à la fin de ce webinaire qui était riche en échanges et je pense qu'on aurait pu encore en parler longuement.
Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, M. Labaume, maire de Québec, et M. Prévost, bourgmestre de Namur, pour cette discussion sur le rôle un peu de vos villes et de nos villes dans cette relance. Pierre-Luc, je te redonne le flambeau pour le mot de la fin et merci à tous. Merci Dominique, merci à toi. Avant de saluer nos deux invités d'honneur, on permettra de souligner le fait que le consul général de Belgique à Montréal, Hendrik Van de Velde, était avec nous. Alors, je m'empresse de le saluer. Je sais qu'au fil des ans, il est devenu lui aussi un ami du Québec, alors je le salue. Alors, Monsieur le maire de Québec, Régis, merci beaucoup, franchement, de votre présence. Et on ne fera pas semblant qu'on ne se connaît pas, de ta présence. Et ça a été très apprécié. Et bonne chance pour la suite. Monsieur le bourgmestre de Namur, cher Maxime, tu te souviendras, Maxime, que à ma première activité publique comme délégué général, tu étais l'invité d'honneur. Et à ma dernière activité officielle en tant que délégué général, tu es également un des deux invités d'honneur. Donc, on aura toujours un lien très particulier, toi et moi. Et merci beaucoup de ta présence. J'en profite pour remercier à nouveau le Cercle d'affaires Belgique-Québec qui a été d'un grand apport et qui est un allié des relations entre la Belgique et le Québec. Et merci à toi, Dominique, pour une animation de très haut niveau. Et je vous souhaite à tous, c'est notre dernière activité Relance. On va reprendre la série Relance. En fait, les gens de la délégation reprendront la série Relance en début d'automne. Mais je vous salue à tous et je vous souhaite surtout un été reposant, serein et ne vous gênez pas à aller visiter nos deux très belles capitales. Ils ont plein de folies à vous offrir. Merci beaucoup. Et go Belgique, go! Merci. Merci Pierre-Luc et merci Régis pour tes encouragements. Prochain rendez-vous d'ailleurs, c'est vendredi contre l'Italie. On espère qu'on passera cette étape du quart de finale. Mais Pierre-Luc, en tout cas, un grand merci pour tes bons mots. Et alors, franchement, la collaboration qu'on a pu avoir ensemble était humainement très qualitative. Sur le plan des actions que tu as pu porter, à laquelle on a pu modestement contribuer, on a toujours été heureux d'apporter également notre pierre. Alors j'avais envie, puisque tu as parlé d'invité d'honneur, de pouvoir terminer en te faisant un petit clin d'œil aussi, en te décelant ce titre, te proclamant citoyen d'honneur de Namur. Alors il faut que je retire mon fond pour que tu puisses alors voir ce que j'ai entre les mains. Voilà. Tu le vois peut-être à l'envers, mais donc, je le vois, je t'ai épinglé, alors je le vois. Ah, mais voilà, ça ne permettra hélas pas la gratuité du transport public à Namur dont on vient de parler, mais tu gagnes avec ça bien plus encore. C'est évidemment une reconnaissance éternelle et beaucoup d'estime sincère de la part de la ville dont tu seras toujours évidemment, dans laquelle tu seras toujours le bienvenu, quelles qu'en soient les circonstances. On te le fera parvenir en clin d'œil. Et puis, je me réjouis aussi de revoir, même si c'est virtuellement pour le moment, Régis, et qu'il ait accepté de renouveler avant son départ notre protocole de collaboration entre Namur et Québec, et que nous ayons alors la faculté de pouvoir aussi le signer une nouvelle fois. Voilà, il est là. On va pouvoir le faire avec grande joie, et c'est vraiment un plaisir non dissimulé d'avoir pu te côtoyer, et j'espère qu'avant que tu passes le relais de la mairie, on aura, qui sait, l'occasion de se revoir, et si pas, ce sera en tout état de cause après, sans la moindre hésitation, et avec un très, très grand et sincère plaisir à tous les deux, en tout cas. Vraiment merci de la part de Namur et de moi-même. Merci, Maxime. Je veux vous dire que pendant ces 14 années-là, Maxime est une des personnes les plus intéressantes que j'ai rencontrées. Vous savez, dans la vie politique, on fait des rencontres plus ou moins intéressantes, mais on a de belles découvertes. Et Maxime et moi, c'était voilà le coup de foudre à la première rencontre. Et j'aime beaucoup cet homme-là. Il est compétent, il est moderne et il est surtout très empathique et c'est un bel humain. Et pour le délégué, ben écoutez, c'était probablement le délégué dans cette position-là à Bruxelles le plus actif que j'ai connu depuis le début. Alors, mon cher Pierre-Luc, bravo. J'ai deviné et appris ce que tu allais faire au Québec. Alors, visiblement, ce n'est pas l'oisiveté qui va tu ne seras pas oisif dans les prochains mois. Et Maxime, bon, écoute,
je regarde mon horaire. Si jamais on peut traverser l'Atlantique dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on fera le nécessaire. Merci beaucoup à tout le Grand monde. plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci très sincèrement à tous. Merci tout le monde. Un très bel été. Et prenez soin de vous. Bye bye.